Bonjour, mesdames et messieurs, et où que vous soyez dans l'univers, bienvenue à cette 9e édition de Série Montréal. Série qui est l'acronyme de Synergie émergente, recherche, industrie ou institution, selon le type d'édition. Une rencontre placée aujourd'hui sous le thème « La science pour une transition éclairée ». Je me présente Pierre Chastenay, professeur de didactique des sciences à l'Université du Québec à Montréal, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui, même virtuellement, pour agir comme maître de cérémonie pour cette toute première édition de Série Montréal en ligne. On va bien sûr se souhaiter que ce soit aussi la dernière et que nous puissions nous retrouver en présentiel dès que possible, mais pour aujourd'hui, je vous propose de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de profiter du moment tous ensemble. Alors, Série Montréal en est à sa 9e édition et au cours des éditions précédentes, des rencontres ont eu lieu entre entrepreneurs, chefs d'industrie, universitaires, chercheurs et chercheuses, décideurs de la Ville de Montréal autour de divers enjeux liés à la mobilité, l'alimentation, la matière, l'énergie, l'intelligence artificielle et j'en passe. À chaque fois, ce sont des centaines de personnes issues de dizaines de secteurs d'activité différents qui, comme nous aujourd'hui, se sont réunis autour d'un thème transversal pour échanger, réseauter et surtout innover. Trop souvent, vous le savez, les chercheurs, les entrepreneurs, les décideurs et les décideuses travaillent en silo. Série Montréal croit que pour faire avancer les choses et répondre aux défis du présent et du futur, il faut briser ces barrières et apprendre à travailler tous ensemble. C'est donc le but premier de la rencontre d'aujourd'hui et cette 9e édition de Série Montréal est fidèle à sa réputation puisque vous êtes plus de 200 convives représentant le milieu de la recherche, des personnes œuvrant au sein de la Ville de Montréal et de ses arrondissements, ainsi que de nombreux organismes publics comme le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la STM, l'Institut national de santé publique du Québec, des CIUS et j'en passe. Des gens qui, normalement, ne se croisent pas dans leur milieu respectif, mais que Série Montréal veut faire se rencontrer autour d'enjeux communs. Alors, on peut donc d'ores et déjà dire mission accomplie pour cette 9e édition de Série Montréal. Comme thème transversal pour occuper vos réflexions et initier des projets de collaboration, Série Montréal vous propose aujourd'hui le thème de la science pour une transition éclairée. Un thème qui sera décliné de diverses manières au cours des présentations d'aujourd'hui, puisqu'il sera question d'environnement, de développement durable, d'adaptation au changement climatique, de transition écologique, de transport public, de mobilité intelligente, etc. Évidemment, une rencontre comme celle d'aujourd'hui s'organise en étroite collaboration avec des partenaires qui sont nombreux et précieux, et je vous les présente dans le désordre. Les fonds de recherche du Québec, l'École de technologie supérieure, l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université du Québec à Montréal, l'Université Concordia, l'Institut national de la recherche scientifique et Polytechnique Montréal. Du côté de la technologie qui nous permet de nous réunir virtuellement aujourd'hui, saluons l'équipe de l'entreprise montréalaise Digicast qui a développé l'infrastructure que nous utilisons en ce moment même. Alors, à eux ainsi qu'à tous nos précieux partenaires, un très chaleureux merci. Avant de passer la parole à nos premiers invités de marque, permettez-moi de vous rappeler le déroulement de la rencontre. Nous aurons d'abord droit à quelques mots de bienvenue, puis à 4 présentations de 7 minutes chacune par des spécialistes qui aborderont des sujets en lien avec le thème transversal d'aujourd'hui. Après les présentations, nous vous inviterons à leur poser des questions via le clavardage. Alors, dans la fenêtre où se déroulent les présentations, tout juste sous l'écran de gauche, vous trouverez une boîte de dialogue où vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Et notre équipe se chargera de me les transmettre afin que je les pose pour vous à nos conférenciers et conférencières. Alors, je vous informe également que la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée et elle sera rendue disponible dans les 24 heures suivant la présentation d'aujourd'hui sur le site d'inscription de l'activité. Permettez-moi maintenant de vous présenter celui qui va briser la glace cet après-midi en vous adressant quelques mots de bienvenue. J'ai nommé M. François-William Croteau, maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, membre du conseil exécutif, responsable de la Ville intelligente, technologie de l'information, innovation et enseignement supérieur. M. Croteau. Merci beaucoup, M. Chastenay. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui à cette belle rencontre de Série Montréal, la 9e édition dont nous en sommes très, très fiers. Je tiens à remercier d'ailleurs toute l'équipe du service de développement économique, spécifiquement aussi, plus particulièrement, l'équipe de l'enseignement supérieur pour l'organisation de cet événement crucial pour la Ville de Montréal et pour les établissements d'enseignement supérieur et donc de surcroît pour notre collaboration à faire avancer la collectivité de façon positive grâce à la recherche. Et pour nous, ce sont des gestes qui sont importants et qui démontrent bien, d'ailleurs, la priorité que nous mettons dans la recherche à Montréal et à quel point on cherche aussi à faire rayonner cette connaissance qui est si importante
pour Montréal, cette grande ville universitaire. Au cours de la journée, vous allez travailler ensemble sur un sujet, ma foi, plus que prioritaire. Comment arriver à faire une transition réfléchie, comment faire en sorte que la recherche, les données probantes nous permettent de faire avancer cet enjeu urbain et planétaire d'importance qui, de surcroît, nous touche au quotidien, mais qui a un impact depuis des mois parce qu'il y a un lien direct entre la pandémie et naturellement le réchauffement climatique. Et plus que jamais, nous l'avons remarqué au cours des derniers mois, les personnes les plus vulnérables sont encore plus touchées dans ces situations difficiles. Nous avons des données à la Ville de Montréal qui ont démontré que les personnes les plus vulnérables, par exemple, se retrouvent dans des quartiers où ils sont moins bien nantis, en parc, en installation culturelle, en services de transport collectif ou encore d'accès à Internet et de toutes sortes qui fait en sorte que ces personnes, lorsqu'il y a par exemple des canicules ou des situations plus difficiles, sont encore dans des situations encore plus difficiles. Et donc, c'est important de prendre des bonnes décisions, de bien planifier le territoire et de devenir une collectivité plus résiliente. Et pour ce faire, il faut nécessairement travailler ensemble avec la recherche et les données pour être en mesure de prendre les meilleures décisions de façon pragmatique et scientifique. Et cette journée-là, pour nous, c'est une de ces journées importantes pour y arriver. Et je tiens à vous remercier pour votre participation et aider Montréal à avancer dans la bonne direction. Merci et bonne discussion. Merci beaucoup, M. Croteau. J'invite maintenant Mme Véronique Doucet, qui est directrice du service de développement économique de la Ville de Montréal, à vous adresser, elle aussi, quelques mots de bienvenue. Mme Doucet. Bonjour, merci Pierre, merci beaucoup François pour ces mots. Tu dois maintenant nous quitter pour retourner au conseil municipal. Alors, on pourra excuser le fait que tu ne puisses pas rester pour l'ensemble de l'événement. Donc, bienvenue à vous tous. On est très fiers aujourd'hui de pouvoir vous recevoir à tout près de 200 personnes pour la 9e édition. Qui aurait pensé qu'on aurait dû développer une version virtuelle de Série Montréal alors qu'on appréciait tellement pouvoir se rencontrer 1 ou 2 fois par année. Alors, l'événement de Série Montréal, ça nous permet toujours, avec beaucoup de fierté, de mettre en valeur toute la ville du haut savoir et du talent qu'on retrouve à Montréal, donc les institutions d'enseignement supérieur, la qualité de la recherche et l'innovation qui est présente à Montréal, le fait qu'on puisse rayonner aussi à l'international avec le savoir et le talent. Alors, ça contribue de façon incontestable à la croissance socio-économique, au développement de la ville, puis par conséquent, évidemment, à l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens, auxquels on croit énormément. Il faut savoir, puis là, je le mentionne surtout pour tous ceux qui seraient à leur première édition, parce que j'ai l'habitude de le faire dans le cadre du série, de rappeler d'où on vient. Donc, il faut savoir que le savoir et le talent, c'est une relation depuis très longue date avec la Ville de Montréal. Dès 1989, il y a une publication qui s'appelait Montréal, ville universitaire, qui a dès ce moment-là reconnu toute la contribution des universités à l'essor économique, culturel et intellectuel. Un peu plus tard, le temps a passé. Là, en 2005, il y a eu également la mise en place d'un comité conseil qui a permis de trouver des pistes d'action pour optimiser le potentiel de Montréal en ville de haut savoir. En 2017, on a signé l'entente quinquennale. En 2018, il y a eu un plan d'action sur le savoir et talent. Alors, beaucoup d'actions qui se sont concrétisées au fil des années. Et tout récemment, en 2020, en pleine pandémie, alors on avait prévu faire le lancement du Carrefour urbain de recherche, Carrefour de recherche urbaine de Montréal, le CRUM, donc, ce qui a été fait en mars 2020, quelques semaines après le début de la pandémie. Donc, c'est un carrefour qui permet justement d'optimiser les liens entre la ville et la recherche, de faire en sorte qu'on concrétise des projets, qu'on mette tout ça au profit du bien-être de notre ville et évidemment l'évolution de toute l'innovation qu'on peut venir chercher. Et finalement, tout récemment, dans le cadre du plan de relance économique qu'on est en train de finaliser pour sortir dans les prochaines semaines de la phase 2, il y a eu une grande collaboration d'une table d'enseignement supérieur qui a été présidée par M. Quirion, qui, malgré son horaire de fou, a accepté de travailler avec nous. Alors, justement, pour dégager des pistes de solutions sur la relance économique. On y croit vraiment que ce qu'on fait aujourd'hui, les activités qu'on tient normalement avec l'enseignement supérieur, nous permettent justement de trouver des solutions qui sont durables, qui nous amènent ailleurs, là, qui nous permettent vraiment de pousser les choses.
Comme Pierre l'a mentionné en tout début, Série Montréal, ce que ça veut dire, en fait, là, c'est synergie, émergence, recherche, industrie. Quand on parle des activités qui relient les chercheurs et les entreprises, ou encore comme aujourd'hui, synergie émergente, recherche, institution, quand on parle de la recherche et de la Ville de Montréal qui est mis ensemble. Alors, l'initiative permet vraiment de travailler sur des thématiques transversales qui sont étudiées pendant plusieurs mois de façon très fine. Alors, il y a une recherche qui est faite en arrière de ça pour arriver à trouver les bons liens, mettre les bonnes personnes autour de l'appel comme on a aujourd'hui, avoir des recherches de conférenciers qui sont hors pair. À chaque année, vous vous surpassez pour nous offrir un produit d'une très, très grande qualité. Donc, on apprécie énormément pouvoir refaire cet événement encore là aujourd'hui. Et on en profite pour vous dire aussi que c'est grâce à Digicast, qui est une entreprise qui nous permet d'avoir la plateforme numérique qu'on connaît aujourd'hui, et également Tandem qui nous assiste dans les travaux pour pouvoir avoir cet événement d'aujourd'hui. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous dire quelques chiffres. C'est quand même intéressant de savoir que Série Montréal est en place depuis 2016. C'est une initiative du Service de développement économique. Il y a 50 conférences depuis ce moment-là qui se sont données. Il y a tout près de 130 vitrines technologiques également qui ont eu lieu et un peu plus de 1000 rendez-vous d'affaires qui ont été organisés. On le faisait autrefois en présentiel, mais c'est encore possible. Et vous allez recevoir, tous ceux qui participent, l'information sera rendue disponible pour vous partager la façon d'entrer en contact avec des partenaires ou d'autres acteurs qui prennent part à l'événement d'aujourd'hui. Alors, on va vous faire ça un peu différemment des fois précédentes où on vous offre un cocktail pour pouvoir discuter. Maintenant, on va vous transmettre un courriel pour vous permettre de vous mettre en contact. Alors, on souhaite vraiment que l'événement d'aujourd'hui soit encore une fois une bougie d'allumage pour les initiatives de collaboration entre la recherche, les services, les arrondissements de la Ville de Montréal. Et j'en profite également pour vous remercier tous ceux qui sont de la Ville puis qui prennent le temps dans le cadre des mesures d'urgence et tous les dossiers qui doivent avancer de vous rendre disponible aujourd'hui pour participer à l'événement. Alors, avant de vous souhaiter un bon événement, je vais remercier mon équipe qui a travaillé très, très fort au cours des derniers mois. Donc, Myrine Chouaguer qui pilote le dossier avec beaucoup de finesse. Il y a également Frédéric Loin-Michaud et Benoît Giguet qui travaillent à partir du réseau PME Montréal pour nous soutenir dans cet événement-là. Et toute l'équipe de l'enseignement supérieur qui est portée par Julie Da Silva notamment, avec Catalina également, Christina. Donc, plusieurs personnes travaillent vraiment à faire d'un événement comme aujourd'hui une grande réussite. Alors, à tous, je vous souhaite un excellent événement. Merci beaucoup aux conférenciers et conférencières qui prennent part aujourd'hui. Et évidemment, à tous, beaucoup de plaisir et de prochaines relations d'affaires qu'on pourra continuer de discuter ensemble. Merci beaucoup. Merci, Mme Doucet. Lors de chacune des éditions Série Montréal, nous invitons des personnes influentes qui sont des chefs de file dans leur domaine d'expertise à prononcer de courtes allocutions sur des enjeux qui sont liés au thème transversal du jour. Et puis la rencontre d'aujourd'hui ne fait pas exception, bien sûr, puisque nous aurons la chance d'entendre 4 experts et expertes qui vont nous parler d'enjeux liés au thème « La science pour une transition éclairée ». Alors, chaque conférencier et conférencière aura exactement 7 minutes, top chrono, pour vous entretenir de son thème. Et je vous rappelle qu'il y aura aussi une période de questions à la toute fin des conférences, questions que je vous invite à nouveau à nous poser au fur et à mesure des présentations via la boîte de clavardage. C'est donc avec un très grand plaisir que je vous présente notre première conférencière de la journée, la professeure Ursula Ecker, professeure à l'Université Concordia et titulaire de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes. La professeure Ecker est physicienne de formation spécialisée dans les énergies renouvelables, auteure de nombreux articles et recherches et d'ouvrages savants sur le sujet. Au cours des 20 dernières années, elle a coordonné de nombreux projets de recherche d'envergure internationale dans les domaines de l'efficacité énergétique appliquée aux bâtiments et des systèmes d'approvisionnement en énergie verte. Depuis 2019, la professeure Ecker dirige un ambitieux programme de recherche ici même à Montréal qui porte sur l'élaboration de stratégies de transformation visant la décarbonation des villes. Le titre de sa présentation d'aujourd'hui, qui sera prononcé en anglais, est « Quartier intégré, Moving Towards a Zero Carbon Future ». Professeur Ecker, la parole est à vous. Bon, merci pour m'avoir invité et j'ai l'honneur de vous présenter les activités qu'on a ici à Concordia. J'espère qu'on va voir la présentation bientôt.
je la vois pas pour le moment. Donc, mais je commence quand même à vous parler. On attend la présentation à se mettre en place. Donc, c'est ce qu'on fait à Concordia. Depuis mon arrivée il y a une année, j'ai beaucoup travaillé à rassembler tous les chercheurs qui travaillent dans les villes intelligentes et de la nouvelle génération. Donc, on va lancer un institut nouveau des villes de génération nouvelle dans le 26 novembre. Donc, ça sera très bientôt qu'on lancera cet institut. Et je vous invite d'y participer. I still don't see the presentations, so I don't know what's happening. I still try to talk about what we're doing at the Cities Institute, but I would like to see the slides. Otherwise, I can't advance what we're doing. So anyway, while I hope the slides are going to come up, I'm just going to tell you a bit about the idea of the Next Generation Cities Institutes. We have 14 university research centers at Concordia with more than 200 researchers that are working on cities. And we have tried to group them in a new institution that is very interested to outreach to the local communities, to the municipality, to the industry, to the whole Montreal ecosystem. And we have formed all these researchers in 3 clusters around sort of the hardware of the city, the built and natural environment, the software of the city, meaning the mobility, the IoT, the data security research, and then design, arts, culture, and community. That is our 3rd research cluster. If I could see the slides, I could show it to you on images. Is there any sort of maybe feedback of what's happening to the slides? No? Okay, no, I don't. All right, that's it. I don't see them. Sorry. Okay, so you just need to. That's too bad. No, I don't see the slides. Can you maybe give me a hint of where else to look? They don't appear. Yeah, I'm connected. Yeah. Yes. Okay, I see them now. All right, can you move to the next slide? I've already explained. So next slide, please. So I've explained already the center. Let's move because I've lost time. So there you see the structure of our research clusters. Next slide, please. Next one, please. So we're working on obviously, let's move right to a concrete example. So we started to look at eco-districts in Montreal. And when you compare Montreal to the other cities and the carbon footprint, you see that it's mainly due to transportation because we have a green electricity supply, so housing as compared to the other carbon footprints of other Canadian cities is pretty small. Which doesn't mean our buildings are better. It just means they are supplied by green electricity mainly. So when you look at eco-districts in Montreal, the talk is mainly about greening, urban farming, transportation, healthy food access. But I think it's very crucial that we look at the full picture of decarbonizing our cities. So that means we also need to look at the built infrastructure, because if we don't change the building sector, make it more energy efficient, we will not have the energy, the green energy available to electrify all of transportation. Next one. Next slide, please. So we looked at actually a case study in Lachine East this summer, and
as I already mentioned, we're not just looking at one sector. We're looking at transforming the whole structure to a zero carbon structure. And that means we look at buildings, but also at transportation, the industry, and the waste and waste management system. Next slide, please. Next slide, please. So that means we need to model the entire we need to model the entire system in one integrated platform. And that's actually involves a lot of research, because there is not one single tool where you can analyze the building efficiency, the renewable energy sector, the transportation and wastewater streams. So we need to combine all these different tools. We need to make our city information available. We work on 3D modeling actually, and try to model building by building, car by car, infrastructure by infrastructure, the entire system in one integrated platform. Next one, please. So that means you need to come up with a geometry. So for Lachine, you know, it's an industrial site that hasn't been used for a long while, and most of the buildings will be reconstructed, apart from a few which will stay for heritage situations. So we need tools to come up with scenarios for the rebuilding of a given district like Lachine, and that's work the graduate students did. We are now looking also in more playful approaches around gamification of how to have citizens help building these new districts. Next one. And then once we've got these 3D models, we can then do a range of calculations. We can see what happens if you put green infrastructure in these districts. What does it do to the temperature levels? Next slide. What does it do to the building energy consumption? So we can really go in detail and compare what a specific geometry of a built infrastructure does to the heating and cooling demand, to then advise the real estate developers of what they could do with no extra cost to improve their energy balance. Next one. I will only go through part of my presentation. Next slide, please. So once we've got the building heating and cooling demand, we can see what renewables we can put on the roofs and how we deal with mobility. Next one. The advantage of having everything in a geoinformation system is that now you can calculate exactly and quantify exactly how walkable, how cyclable, how transit-oriented your district is, and how goods can be moved. So we studied in the Lachine project, next slide, also how many lorry travels could you save if you introduce mini hubs where parcels get delivered and then distributed by electric cargo bikes. So I think my time is more or less up. I'm very sorry for this delay at the beginning. So what my message is, if we want to come up with zero carbon strategies, and maybe you can move to the conclusion slide now, just move forward. So yeah, this is the mini hub concept. Yeah, and the next one is the conclusion slide. Oh no, sorry, we still have the waste topic. Just move to the conclusion slide. So if you want to have a strategy for district development, it could be new build, but also a district transformation. I think we need these kind of tools to really quantify what the cost benefit of energy standards are, so very high energy standards that we need to reduce the carbon emissions, how much renewables we can place on a given site, how we evaluate transit-oriented development scores, how we quantify that, and also the improvements in comfort and air quality. And finally, I didn't have time to talk about it, what we do with our waste concepts to also arrive at a more circular economy strategy and reuse most of what we produce in these districts on site. Thank you very much.
Merci beaucoup, professeur Eckert. Toutes nos excuses pour les problèmes techniques. C'est ce qui arrive lorsqu'on travaille pour la première fois en ligne dans le cadre d'une présentation comme la vôtre, mais ce que vous nous avez présenté est absolument fascinant et nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la période des questions, donc restez avec nous. Merci beaucoup. Notre prochain conférencier est M. Paul Lacasse, chef de la division des plans et des politiques au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. M. Lacasse est urbaniste spécialisé en aménagement et gestion des services urbains. Il a d'abord œuvré au ministère des Transports du Québec en planification des transports métropolitains et en soutien à la construction des projets routiers. En février 2018, il a fait le saut à la Ville de Montréal où son équipe et lui travaillent, entre autres, sur la deuxième mouture de la stratégie d'électrification des transports, la mise en place de l'Agence de mobilité durable, la logistique et la livraison urbaine et finalement le plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Le titre de sa présentation aujourd'hui est « La mobilité durable au-delà des GES ». Monsieur Lacasse, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'ai voulu intituler ma présentation « La mobilité durable au-delà des GES » parce que souvent, la première chose qu'on pointe, c'est toujours les transports. Et on dit, bon, les transports sont responsables de 40% des gaz à effet de serre. Et on se tourne souvent vers l'électrification pour se dire, bon, avec l'électrification, on va tout régler. Dans les faits, la journée où tous les véhicules seront électriques, on n'aura pas tout réglé, il va rester un paquet d'autres problèmes. Et la mobilité durable nous permet d'aller au-delà de tout ça et vise le bien-être, dans le fond, de chaque individu dans plusieurs sphères de sa vie. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous présenter essentiellement certaines définitions et arriver à un schéma qui représente la mobilité durable et vous amener à réfléchir à ce schéma-là et voir comment vous pouvez même y contribuer. Je me lance avec les définitions. Je ne veux pas rentrer dedans, mais c'est important de rappeler certains trucs pour être en mesure de mieux comprendre. Et j'ai souligné en jaune de façon à mettre en valeur certains éléments. La mobilité représente la capacité et le potentiel des personnes et des biens à se déplacer ou à être transportés. Donc, le potentiel, ça veut dire que la personne peut ne pas se déplacer nécessairement. Il suffit qu'il y ait un potentiel de déplacement. Et ça constitue le fondement des échanges socio-économiques, culturels des individus, des entreprises et des sociétés. Donc, aller prendre un café, c'est la mobilité d'une personne à se rendre à prendre son café. Le café qui se rend au café, donc la tasse, le sucre, etc. Bon, c'est des exemples où c'est de la marchandise qui doit se rendre au café. La mobilité, ça inclut beaucoup d'éléments. Pour être durable, la mobilité doit être efficace, sécuritaire, pérenne, équitable, intégrée au milieu et compatible avec la santé humaine et les écosystèmes. Vous voyez, cette définition-là, c'est la définition de la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec qui est assez complète, mais on va aller à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et vous voyez ici, j'ai pris la définition de la Ville de Québec qui, en 2011, dans son plan de mobilité durable, complétait en disant « La mobilité durable appliquée à un contexte urbain et au déplacement des personnes se définit comme la capacité pour les personnes de toutes conditions. » Déjà là, on vient préciser le côté individuel, la capacité de chacun d'être en mesure de se déplacer. Et on rajoute un élément très, très important et qu'on étudie très rarement, mais Catherine va peut-être en parler après, où on fait ça de façon sécuritaire, efficace et confortable. L'aspect que le déplacement doit être confortable est hyper important et est au cœur, dans le fond, des choix des modes de déplacement. Et par la suite, bon, ça doit être le plus respectueux possible de l'environnement. Donc, par conséquent, si on veut faire de la mobilité durable, il faut qu'on ait un système de transport qui est lui-même durable. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je continue en ajoutant une autre définition qui vient cette fois-ci de la chaire in situ et qui nous dit, dans le fond, je vais lire la fin, la mobilité quotidienne peut être définie comme un bien intermédiaire, c'est-à-dire un bien qui permet d'accéder à d'autres biens de consommation, à des activités, à des services essentiels pour les individus. Donc, on voit déjà qu'on vient préciser au fur et à mesure, on rend ça plus opérationnel, c'est-à-dire qu'on a accès à des biens, à des activités ou à des services. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la mobilité durable, contrairement au concept de transport, désigne également les déplacements potentiels, les conditions spatiales, économiques et sociales qui permettent ou contraignent ces déplacements éventuels. La mobilité est davantage axée sur l'accessibilité
Et l'accessibilité, c'est une combinaison, dans le fond, de la facilité d'accès à un lieu, mais également la pénibilité du déplacement. Faire une marche en plein soleil l'été, il fait 23 degrés, on se promène sous les arbres, c'est agréable. Faire la même marche l'hiver quand il vente, on a un défi supplémentaire qui vient rendre ça plus pénible. Et la notion d'accès, c'est de répondre à un besoin. Donc, avec les ensembles des définitions qu'il y a là, ça me permet de vous présenter le tableau que je veux vous présenter aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et ce tableau-là vient de la revue Urbanité du printemps 2020, mais c'était également dans le plan de mobilité durable de la Ville de Québec. Et c'est un tableau que je me sers depuis à peu près toujours, depuis qu'il existe, que je trouve vraiment intéressant. Et je vous l'explique rapidement, vous allez comprendre pourquoi. C'est une représentation schématique de la mobilité durable. Quand on nous demande c'est quoi la mobilité durable, c'est ça. Mais en même temps, ce tableau-là se doit d'être complété par d'autres trucs. Donc, si on y va avec le premier élément en haut, la mobilité durable, c'est assurer l'accessibilité tout en minimisant les impacts négatifs de la mobilité. C'est quoi les impacts négatifs? La pollution, les changements climatiques, la consommation de ressources non renouvelables, la santé, la sédentarité, les accidents, les inégalités sociales. Donc, il y a un paquet d'éléments qui rentrent là-dedans. Et vous voyez, les GES, c'est un des éléments. On touche pas à tous les éléments. Et si on regarde ensuite chacun des grands axes dans lesquels on peut travailler, vous voyez, le premier, favoriser l'accessibilité sans se déplacer. Avec la pandémie, puis c'est qu'est-ce qu'on vit présentement cet après-midi, je suis dans ma chambre couchée, il y en a d'autres qui sont dans leur salon, on est en mesure d'échanger sans se déplacer. On fait tout à distance, mais ça existait même avant. Un exemple que j'aime beaucoup utiliser, c'est la Presse Plus. La Presse Plus, on l'a dans notre iPad, mais derrière la presse, à l'époque où il y avait des camelots, il y avait tout un système, une logistique derrière qui faisait en sorte que l'imprimeur à Montréal imprimait sa presse, ensuite l'envoyait dans des camions, des distributeurs qui, eux, allaient vers les camelots et le matin, le camion devait distribuer son journal avant 5h30, 6h pour que le client puisse le recevoir à temps et sec. Ça arrivait souvent qu'on devait distribuer des journaux qui étaient mouillés parce qu'on nous avait mis le tas en avant de notre balcon, il pleuvait dessus. Maintenant, tout le monde a une presse sec, du moins dans son iPad, j'espère. Donc, c'est un exemple qui est intéressant où on a accès aux services, aux biens qu'on veut, donc la presse, sans se déplacer, sans faire d'efforts. C'est les nouvelles technologies qui ont permis cet élément. Un autre élément important dans le favoriser l'accessibilité sans déplacement, peut-être que vous le vivez avec les jeunes qui vous entourent, mais jouer aux jeux vidéo, maintenant, ça se fait derrière une console avec un casque d'écoute. Les jeunes se parlent, ça rit, ils ont chacun leur écran et ils communiquent. Ils n'ont plus besoin d'être côte à côte pour vivre leurs jeux vidéo. C'est un autre exemple. Il y a plein de trucs qu'on pourrait mettre là-dedans. L'accès aux formulaires en ligne, les téléconsultations avec les médecins, avec la COVID, c'est une autre chose qui est arrivée. Donc, maintenant, on nous appelle pour donner des résultats au lieu qu'on est à la clinique, attendre puis se faire dire, finalement, c'est tel truc, là, que ça permet de faire évoluer les éléments. Fait que c'est le premier élément, favoriser l'accessibilité sans déplacement. Le deuxième élément que je veux vous parler, c'est de rapprocher les lieux. Donc, c'est réduire les distances, mais surtout l'espace consommé. Et pour y arriver, on travaille avec l'urbanisation. Par rapport à ça, on touche essentiellement la mixité des fonctions, c'est-à-dire rapprocher les commerces des résidences, faire en sorte qu'on puisse faire nos commissions, aller travailler pas trop loin. Si on peut faire ça à pied, c'est tant mieux, sinon en vélo, etc. Et cette mixité permet minimalement d'offrir une diversité de fonctions et d'éviter les déplacements. Le deuxième élément, c'est la densité. Souvent on parle de la densité en disant, des tours au centre-ville. La vraie densité, c'est pas nécessairement des tours. Le plateau Mont-Royal, c'est un exemple très dense. Villeray, c'est dense aussi. On dit que c'est là un peu moins, mais il y a quand même une densité suffisante qui permet une mixité, qui permet à des commerces de proximité d'exister. Et ça permet d'aller un peu plus loin et de faire en sorte de faire certains déplacements à pied ou de proximité. Garderie, école, même truc. Autre élément, la qualité. Il faut assurément qu'on fasse des trucs qui sont de qualité dans tout ce qui est dans l'urbanisme de proximité, que ce soit les parcs, les espaces publics. Il faut qu'on le travaille correctement. Et vous voyez, il y a une jonction entre le vert et le bleu.
Le bleu, c'est miser sur les modes alternatifs de transport et l'intermodalité. On veut réduire la nécessité des déplacements en auto solo ou en camion. Et là, il y a un paquet de trucs qui embarquent là-dedans. Mais un exemple que je veux vous servir et que vous connaissez, le réseau Express Vélo qui vient d'être inauguré. C'est un bel exemple où on a enfin une route vélo où on peut faire du transport et non pas seulement de loisirs, mais pour aller travailler dans un axe nord-sud qui traverse la rivière des Prairies jusqu'au fleuve Saint-Laurent. On n'est pas obligé de passer par des itinéraires qui passent par des parcs, qui font des bifurcations. C'est une belle ligne droite du nord au sud. Et quand vous regardez les éléments qu'on retrouve là, bien, il y a tous les éléments du transport des personnes, c'est-à-dire tous les transports alternatifs, que ce soit collectif ou régulier, qu'on retrouve tous les systèmes d'autobus, les autres véhicules, le REM se retrouve dans cette catégorie-là. Mais vous avez à côté le partage de l'auto. Et ça, c'est un univers qui est vraiment intéressant où il y a l'autopartage, le covoiturage et combiné aux nouvelles technologies, il y a un monde de possibilités qui peut s'ouvrir à cet endroit-là. Et en dernier lieu, bon, il y a l'auto individuel qui on peut pas nécessairement toujours effacer l'utilisation de l'auto individuelle, mais vous voyez, il y a l'auto électrique qui peut rentrer là, des autos qui consomment moins et qui vont un peu plus loin. Je touche pas le transport des marchandises parce que je veux quand même avoir le temps de faire le tour des éléments. Mais le transport des marchandises, c'est un peu pareil. Dans le fond, plus qu'on est à proximité des éléments, plus c'est facile d'y avoir accès, de pouvoir y aller. C'est sûr que ça induit d'autres éléments. Mais je voulais vous présenter rapidement ce tableau-là parce que je juge intéressant pour présenter les trucs. Et en même temps, je veux le ramener dans le contexte où on parle toujours de réduire, transférer et améliorer, qui est les trois grands verbes utilisés au gouvernement du Québec et qu'on utilise aussi à la ville parfois. Donc, si je le ramène, ben, il y a les réduire qui sont les deux premiers, c'est-à-dire toutes les télé-accès, télétravail, rapprocher les éléments de la ville pour réduire la nécessité de se déplacer avec un véhicule. Et finalement, ben, vous avez transférer vers les autres modes et améliorer, ben, c'est un univers qu'il faut davantage développer. Fait que je vous relance ma question de départ. C'est un schéma que je trouve vraiment intéressant qui vient de la Ville de Québec, mais ensemble, si on peut le bonifier, l'améliorer pour mettre les éléments qui peuvent manquer ou qui doivent être ajoutés, ben, ça pourrait être vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lacasse. Les gens ne réalisent pas souvent à quel point c'est important d'avoir des bonnes définitions lorsqu'on veut faire de la bonne science. Alors, merci de nous avoir présenté ces définitions-là. Notre prochaine conférencière est la professeure Catherine Morancy, qui est professeure titulaire du département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique Montréal. La professeure Morancy est ingénieure civile et titulaire de la chaire Mobilité qui s'intéresse à la mise en œuvre de la durabilité en transport, ainsi que de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes qui s'intéresse, elle, aux interactions entre les différents modes de transport. Elle est membre du conseil d'administration de la STM et de l'Agence de mobilité durable de Montréal. On a aussi l'habitude de l'entendre dans les médias et de profiter de son opinion éclairée sur les enjeux de transport dans la région métropolitaine. Sa présentation aujourd'hui s'intitule « Mobilité des personnes, principaux enjeux et pistes de solutions ». Professeur Morancy, nous vous écoutons. Merci. En fait, je vais me permettre de continuer la présentation de Pascal. Je suis tellement contente qu'il soit passé avant moi. Donc, en fait, en 7 minutes, je sais que j'ai pas le temps de vous présenter ce que je fais. Parce qu'en fait, je pense qu'on fait à peu près tout ce qui est en lien avec la mobilité des personnes dans l'équipe de recherche. Mais je veux simplement résumer rapidement que dans le cadre des programmes de recherche qu'on a, parce qu'on en a plusieurs, il y a une autre chaire là, dans laquelle je suis impliquée, qui est la chaire en transformation du transport. Donc, en fait, notre focus est de comprendre les comportements de mobilité, de bien identifier et mesurer les facteurs qui ont un impact sur la mobilité, de mesurer les multiples impacts de ces comportements de mobilité, d'évaluer des scénarios, d'essayer de les quantifier avec une vue la plus holistique possible. Donc, le potentiel de ces scénarios pour réduire tous les impacts négatifs de la mobilité et de contribuer à l'amélioration des méthodes de traitement de données, de collecte de données et tout ceci pour soutenir la prise de décision. Donc, c'est assez vaste les thématiques qu'on va traiter. Donc là, comme je savais que j'avais pas le temps de dire grand-chose, j'ai décidé de vous convier à une réflexion. Alors, je passe à ma première diapo. Et je vais retaper sur le clou que Pascal a mis. Alors, s'il vous plaît, merci. Donc, en fait, j'ai tendance à fixer sur des problèmes qui me dérangent. Donc, actuellement, les enjeux qui me dérangent et qui vont dicter ce qu'on fait en recherche,
Bien, c'est la question des véhicules, les gros, les vides véhicules que nous avons sur les routes. J'ai souvent utilisé le concept d'obésité routière. On a un sérieux problème de gestion de flotte de véhicules actuellement et ça a un impact systémique sur notre capacité de transport de personnes. C'est comme si on regardait notre réseau là, et en ne faisant absolument rien, la capacité de transport diminue, ce qui est quand même relativement inquiétant. Donc là, on essaie de quantifier les impacts de la transformation de la flotte sur l'augmentation de la congestion. Il y a une autre chose qui m'agace beaucoup, c'est cette tendance qu'on a à faire de la prise de décision impressionniste, hein, très basée sur nos impressions, basée sur nos anecdotes. Ça, c'est très dangereux. Donc, évidemment, en lien avec ceci, on essaie de quantifier des choses qui sont parfois floues. Mieux les formaliser, la notion de partage de la rue et d'équité du partage de la rue, par exemple. La notion de priorité automobile. On a lu dans les médias le concept de vol de voie. J'étais scandalisée. En tout cas, je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai pas le temps. Le concept d'être pris dans la congestion alors qu'on est la congestion, qu'on est dedans, ses droits acquis, nos privilèges individuels en faisant totalement abstraction des impacts collectifs. Donc, tout ceci exige qu'on ait une meilleure vue objective, quantifiée, formalisée de ces impacts et de la façon dont on agit sur, finalement, notre environnement quand on se déplace. L'autre question qui me dérange, qu'on essaie d'aborder, c'est cette question d'abordabilité intégrée transport-logement, quand on sait que les gens ont de la difficulté à évaluer ce que ça leur coûte posséder et utiliser un véhicule et les biais qui sont amenés dans le choix des localisations résidentielles. Et je dirais du fait qu'on néglige abondamment, collectivement, les impacts de ces choix de lieux de résidence. Donc, on fait des scénarios, notamment d'optimisation des lieux de résidence, d'optimisation des lieux de destination, d'optimisation de localisation des services de proximité pour voir l'impact que ça peut avoir sur les distances, sur le recours aux modes actifs, et ainsi de suite. Bon, il y a cette question aussi qui est autour de nous, là, de culture automobile. On essaie de mieux la comprendre, cette culture automobile, et d'articuler toutes les notions de dépendance à l'automobile. Il n'y en a pas juste une sorte de dépendance, il y en a plusieurs, pour essayer de voir comment on peut régler le problème, en fait proposer de nouvelles stratégies pour se sortir de ces multiples dépendances, à la fois individuelles et collectives. Et je pense aussi que cette question de dire on a un problème sur cette route, il faut régler le problème sur la route, mais ça ne marche pas comme ça en transport. Les routes sont connectées, donc il faut regarder ça d'un point de vue un peu plus systémique. Et quand on décide d'élargir une route, on fait tout simplement déplacer le bouchon et augmenter la demande. Donc, ces effets systémiques sont très mal compris, qu'on essaie de clarifier aussi. Bon, l'autre élément, puis ça, je suis juste à ma première diapo, fait que ne vous inquiétez pas, je ne passerai pas à travers toutes mes diapos, mais la question des négligés, ceux qu'on évacue de notre prise de décision parce qu'on ne les mesure pas, les personnes âgées, les enfants, les personnes avec des limitations, comme ils ne font pas partie de nos ensembles habituels de données, bien souvent, on va faire comme s'ils n'existaient pas. Puis dans la prise de décision, ces personnes-là ont des valeurs moindres, donc, les décisions qu'on choisit ne s'appliquent pas à eux de façon générale. Et l'autre élément, parce qu'elle en a parlé, puis je vais revenir aussi, c'est, oui, les GES, c'est hyper important, urgence, placardé partout, mais en même temps, bien qu'il faille faire quelque chose, il ne faut pas faire n'importe quoi, comme on l'a entendu hier. Vous pourrez me poser des questions sur ma perspective, mais je pense qu'il faut quand même faire très attention sur la cohérence des stratégies et du message qu'on lance à la population quand on prend certaines... Et là, je vais passer à la prochaine diapo, parce que je me suis fait une liste de critères. Donc, d'habitude, je mets CM, même en parenthèse, c'est moi-même, là, je m'autocite. Dans le critère des choix, les critères pour le choix des stratégies, je pense que la première chose, c'est la notion d'inclusivité. Quand on entend une stratégie, il faut se questionner, est-ce que cette stratégie-là est adaptée pour tous? Est-ce qu'il y a une place pour chacun dans cette espèce de stratégie, cet investissement collectif qu'on fait? Je pense souvent on va dire non. Est-ce que ça couvre tous les besoins de déplacement? On s'est beaucoup préoccupé des déplacements domicile-travail, domicile-école. Là, on est en pandémie, on travaille chez nous. C'est peut-être d'autres déplacements qu'il faut regarder davantage. C'est pas toujours le cas dans les stratégies qu'on regarde. Il faut que ce soit accessible économiquement. C'est une des cibles de la politique de mobilité durable du Québec. Réduire les coûts de transport pour les ménages. Pensez à ce qu'on a annoncé hier. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction. Est-ce que c'est en cohérence avec nos autres cibles? Donc, est-ce que ça bonifie le niveau d'équité, le niveau de santé publique? Est-ce qu'on réduit la consommation de ressources? Est-ce qu'on réduit les coûts de transport individuels et collectifs? Et quelque chose qu'on va peut-être devoir apprendre à faire éventuellement, c'est vraiment de faire passer les impacts collectifs avant les libertés individuelles. On n'est pas encore tout à fait là. Et là, je vais revenir, allons-y pour la suite,
en cascade. Je reviens et je retape sur le clou. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Sur l'approche RTA. Non, vous avez passé réduire. Impossible que je me sois trompée dans l'ordre. Essentiel, quand on fait des plans, il faut d'abord avoir ces scénarios de réduction. J'ai aucune idée, ça fait combien de minutes que je parle. Vous savez, un prof, ça parle. Mais la réduction, c'est la première chose qu'on doit faire. Et dans nos plans, c'est les premières choses qu'on devrait mettre. Parce qu'il faut préparer la population à l'implantation de des stratégies qui vont être plus difficiles à mettre en place, qui s'installent sur le plus long terme et qui vont avoir le plus d'effets. Donc, on les néglige de façon systémique dans nos plans. On ne les indique pas comme voici ce qui se passe dans 5-10 ans, voici où on s'en va, voici ce que ça va exiger d'atteindre certaines cibles. Donc, c'est vraiment important. Et le réduire, c'est ce que Pascal disait, en réduire à la fois le nombre de véhicules, le nombre de kilomètres parcourus en véhicule, l'emprise des voies, la motorisation, la dépendance à l'auto. Et ça, les stratégies, je pense que vous êtes capable de les regarder. Une stratégie quand même importante, c'est l'autopartage basé station. Je pense qu'il faut quand même réfléchir à un usage beaucoup plus efficient de ces objets auto. D'ailleurs, les véhicules, il y en a plein qui servent à rien actuellement, là. Donc, ça ouvre de nouvelles niches pour les systèmes d'autopartage basé station. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Et là, on continue sur la prochaine diapo qui est tout ce qui est transféré. Mais là, transféré, je parle vraiment vite même, le maestro a de la misère à suivre ce que je dis. Mais transférer, c'est vraiment d'améliorer les alternatives. Et de travailler aussi à réduire l'attractivité de l'automobile, même si ce n'est pas très populaire. Et là, évidemment, quand on travaille à ce genre de solution, on réduit plusieurs impacts négatifs et on va contribuer à améliorer la qualité de vie, l'équité, l'inclusivité, les coûts. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à travailler sur ceci. Évidemment, dans les travaux de recherche qu'on fait, on veut raffiner la capacité qu'on a de mieux évaluer les coûts qui sont relatifs à chaque mode de transport et à offrir des outils de conception de réseau intégrés qui intègrent tous les modes de transport et qui permettent d'avoir finalement pas juste un souhait que les gens prennent tous les modes, mais une planification intégrée de ces services-là. Et la prochaine diapo, qui est celui que vous connaissez le mieux, donc améliorer, ça c'est facile. Donc, on ne touche pas à la demande de transport, on ne touche pas au mode de transport, on veut juste que chaque kilomètre parcouru ait moins d'impact. Généralement, on ne fait pas d'autre chose non plus dans ce qui est l'atteinte de nos autres cibles. Ça, c'est la partie facile. C'est cette idée qu'on a que la technologie et l'électrification vont nous permettre de ne pas faire de changements structuraux. Et là, j'y vais avec ma conclusion, je pense, qui, avec la prochaine diapo, donc, ben là, la folie est déjà là, c'est dommage, j'aime vraiment cette citation, vous pourrez la lire et la relire, mais la question de la façon dont on prévoit nos stratégies, il y a vraiment cette nécessité de travailler sur les changements structuraux, c'est comme fondamental, on devrait déjà les voir point dans l'horizon, il faut que ça soit inscrit maintenant qu'on a des choses importantes à faire dans 5-10 ans, ça, pour moi, ça m'apparaît fondamental. Continuer à travailler à augmenter l'attractivité des alternatives avec de meilleurs indicateurs de qualité d'alternatives notamment et réduire l'attractivité de l'automobile, peu importe sa source énergétique. Et je dirais que dans les stratégies, quand j'enseigne, je dis aux étudiants, bon, vous, votre comportement, là, s'il y a 1 million de personnes qui font la même chose que vous, est-ce que ça va mieux? Je trouve que c'est une belle façon de voir. Hein? Les drones qui lancent des paquets sur nos terrains, bien cute s'il y en a 200, mais si on s'amasse avec 2 millions de drones qui se promènent en haut de nos têtes, je suis pas sûre que ça passe la mise à l'échelle et l'épreuve du temps. Je pense que ça permet vraiment de bien réfléchir au potentiel de ces stratégies-là, de voir s'il y en a beaucoup qui nous copient ou si c'est quelque chose qui se propage. Des bornes, on va en avoir combien sur le territoire si on a, en tout cas, tous les véhicules deviennent électriques, il va falloir les gérer, ces réseaux de bornes aussi. Donc, la mise à l'échelle est quand même un bon outil et je pense aussi qu'il faut arrêter de s'imaginer le futur comme étant une ligne droite tendancielle et vraiment imaginer des futurs très contrastés et s'imaginer qu'est-ce que ça prend pour arriver là, parce que la notion de prix à payer pour arriver à une cible n'est pas claire encore. Donc, voilà, et la folie, moi j'aime beaucoup cette citation, là. On prend toujours les mêmes décisions, on pense que soudainement il va y avoir de la magie, ça va donner autre chose. Bon, merci Einstein. Alors voilà, je vous laisse la parole. Merci, professeur Morancy. C'est vrai qu'on a l'impression de tourner en rond quand on entend certaines annonces comme celle qui a été faite hier. Alors, merci de nous le rappeler, puis merci de votre passion et de votre engagement. La 4e et dernière conférence d'aujourd'hui va être présentée par M. Martin Héroux, qui est ingénieur au service de l'environnement de la Ville de Montréal. M. Héroux œuvre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles depuis plus de 30 ans. Il est détenteur d'un doctorat en génie minéral de Polytechnique Montréal, où il est d'ailleurs professeur associé au département de génie chimique, et il est également membre de la chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles.
Alors, très actif dans la planification et l'implantation de programmes offerts aux citoyens montréalais, il a contribué au développement et au suivi des 2 plus récents plans directeurs de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal. Sa présentation d'aujourd'hui s'intitule « Réduction des émissions de GES des lieux d'enfouissement au moyen de biosystèmes d'oxydation passive du méthane », projet pilote du parc Frédéric-Bac. Accueillons maintenant M. Martin Héroux. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de ce super beau projet qui a un trop long titre, mais qui vise principalement à réduire les émissions de GES de l'ancienne carrière Miron, complexe environnemental de Saint-Michel, et qui est en voie de devenir un super beau parc, le parc Frédéric-Bac. Alors, c'est un projet qui est fait en collaboration avec l'Université de Sherbrooke et le professeur Alexandre Cabral et mon collègue Sylvain Leroux, qui est ingénieur aux opérations au complexe environnemental de Saint-Michel. Et je vous le présente comme un exemple de collaboration hyper fructueuse entre la Ville de Montréal et le milieu universitaire. Vous savez, nous, les fonctionnaires, quand on est dans les opérations, nos considérations sont très, très au ras des pâquerettes. Et la pensée universitaire est souvent stratosphérique. Alors, en travaillant ensemble, on se rejoint dans la troposphère, puis on fait des super beaux projets au bénéfice de tout le monde. Et ces projets-là nous amènent à des solutions innovantes pour régler des problèmes opérationnels et viennent aussi enrichir l'expertise des employés municipaux. Et finalement, ça aide aussi le monde universitaire à orienter la recherche appliquée vers des problèmes réels. Donc, avoir une réelle action sur notre monde. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on enfouit des matières putrescibles dans des lieux d'enfouissement, soit des résidus alimentaires ou des résidus verts? Eh bien, il y a des bactéries qui transforment ces matières-là en méthane et CO2. Et le potentiel de réchauffement planétaire, le PRP du méthane, est de 25. Donc, quand on largue 1 tonne de méthane à l'atmosphère, c'est comme si on larguait 25 tonnes de CO2. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, dans le site d'enfouissement, dans la période où on fait l'enfouissement, bon, il y a une croissance de la production de méthane, et quand on arrête l'enfouissement, mais là, il y a une décroissance exponentielle dans le temps de cette production de méthane-là. Prochaine diapo. Et bon, sur la vie, en fait, les décennies que prend le site pour minéraliser la matière enfouie, ben, il y a une période où il y a un potentiel de capter le méthane et puis d'en faire une énergie renouvelable, puisque biogénique. Mais il arrive un temps, prochaine diapo, arrive un temps où il y a plus de raisons économiques de valoriser le méthane, et au lieu de le laisser aller à l'atmosphère, l'oxydation passive est une technologie qui coûte pas cher et qui est relativement facile à mettre en œuvre. Et c'est justement l'objet de notre projet. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi la biofiltration passive? C'est assez simple, dans le fond. C'est que dans la nature, il y a des bactéries qui sont susceptibles d'utiliser le méthane comme nourriture, comme source d'énergie, et transforment ce méthane-là en CO2 et puis en eau. Donc, c'est une technologie relativement facile à déployer. Prochaine diapo. Ça ressemble à quoi? Un biofiltre
passif comme ça, c'est une structure, ici en bloc de béton dans notre cas, qui est imperméabilisée dans le fond, puis qu'on isole aussi pour donner un peu de chaleur à nos bactéries, pour qu'elles fonctionnent bien. Prochaine diapo. Dans le fond du biofiltre, il y a une couche qui permet de distribuer les gaz de façon uniforme dans le filtre. Prochaine diapo. Et puis, comme c'est un projet expérimental, il y a de l'instrumentation dans cette structure-là, dans le biofiltre même. Ici, ce qu'on voit, c'est des câbles chauffants qui nous permettent de mieux maîtriser les expérimentations. Prochaine diapo. Et finalement, le média filtrant, qui est un mélange de compost et de bois, de copeaux de bois. Alors, ici, notre objectif, c'est vraiment de s'organiser pour que le précédent, s'il vous plaît. C'est correct, ça va. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est de tester ce système-là dans les conditions nordiques, puis aussi pour le tester pour les biogaz qui sont pauvres en méthane, et tout ça dans le but d'obtenir des réductions potentielles de plus de 4000 tonnes par année à échéance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les prochaines étapes, on devrait avoir notre financement du FRQNT en janvier 2021. Merci d'ailleurs au Service du développement économique qui nous aide dans ce processus-là. Le filtre va être construit au printemps prochain. On va suivre, faire les expérimentations durant une année pour finalement concevoir et construire un filtre à pleine échelle en 2023. Prochaine diapo. Alors, il y a plusieurs belles perspectives pour Montréal grâce à un projet comme ça. C'est, dans un premier temps, d'implanter dans d'autres anciennes carrières qui ont servi de lieu d'enfouissement. Toujours dans le but de réduire de façon simple les émissions simples et peu coûteuses, des émissions de GES. On souhaite aussi partager cette plateforme expérimentale-là pour développer d'autres applications, comme par exemple traiter l'air intérieur des étables à vaches, qui est et là, on travaille actuellement avec le professeur Fournel de l'Université Laval pour planifier des expériences, des simulations dans ce contexte-là. Alors, pour terminer, la collaboration entre la Ville de Montréal et les universités est très, très fructueuse pour nous. Je ne vois pas comment on pourrait s'en passer. En fait, on ne devrait pas s'en passer. Et c'est sur ces mots-là que je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, M. Héroux. Merci infiniment à nos conférenciers et conférencières d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à les entendre et à découvrir les thèmes fascinants dont ils et elles nous ont entretenus. Normalement, on leur réserverait une chaude main d'applaudissements, évidemment, mais dans les circonstances, je vais les prier d'accepter ma parole, que leurs contributions sont appréciées au plus haut point. Alors, c'est maintenant le temps d'échanger avec nos conférenciers et conférencières. Nous avons déjà nous avons déjà des questions en banque. Alors, la question, c'est quels sont les avantages réciproques pour la Ville et les chercheurs de travailler ensemble à la résolution d'enjeux montréalais? C'est une question que je vais adresser à la volée. Donc, quiconque parmi nos 4 conférenciers, conférencières voudrait intervenir. Peut-être, oui, Monsieur Héroux, vous voulez peut-être intervenir, puisque c'est un petit peu là-dessus que vous avez terminé votre propre prestation. Oui, en fait, il y a plusieurs avantages. Tu sais, dans une ville, on génère beaucoup de données que moi j'appelle marginales. C'est-à-dire, on reçoit, dans notre travail quotidien, on a plein de données, par exemple, je sais pas moi, les flux de déchets qui circulent en masse, en nature.
mais on n'a pas nécessairement le temps d'analyser ces données-là pour s'améliorer. Alors, le monde universitaire, lui, a le temps et les outils de réflexion puis d'analyse pour faire ces analyses-là et puis nous aider à devenir meilleurs. Puis, en même temps, en faisant ça, ben, on contribue à former du personnel hautement qualifié qui va venir peut-être intégrer la ville de Montréal ou d'autres organisations avec qui on transige, le ministère de l'Environnement. Donc, ça, c'est un aspect qui est très, très, très important à mon avis. Dans le fond, en faisant des collaborations comme ça, on s'aide à s'améliorer et on contribue à un meilleur futur au niveau de la connaissance. La ville devient un formidable laboratoire, dans le fond, pour toutes sortes de projets de recherche. Je ne sais pas s'il y a d'autres de nos intervenants, de nos conférenciers qui aimeraient... Moi, je voudrais bien y aller, mais je ne vois que moi et la présentation, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais on vous entend très bien, c'est ça qui est important. Parfait. Moi, je voulais simplement dire que si je prends, il y a plusieurs points de vue. Moi, évidemment, dans un des objectifs de la recherche, c'est quand même de former des étudiants, parce que la recherche est faite beaucoup par des étudiants de maîtrise et doctorat. Et je trouve que ça donne une mise à l'épreuve qui est vraiment fascinante, parce qu'on a souvent des gens qui ont plein de belles idées, mais la mise à l'épreuve, donc le volet très opérationnel, il vient rendre la recherche plus pertinente. Donc, ça nous rend plus pertinents. La recherche a le temps de prendre du recul. Je dirais, la recherche a le droit d'échouer, ce qui n'est pas souvent le cas de ceux qui sont en place. Nous, on a le droit que ça fonctionne pas. Fait que ça nous donne l'occasion de réfléchir, prendre du recul, expérimenter des choses et éventuellement contribuer à de meilleures prises de décision. Donc, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, pour les étudiants, c'est beaucoup d'apprentissage. Là. Ils viennent de se faire mettre dans le feu de l'action en disant, ta solution ne fonctionnera pas avec notre problème. La vraie rue qui existe, je trouve quand même que c'est pertinent. Là. C'est la différence entre pelleter des nuages puis pelleter de la vraie gravelle. J'ai une autre question. Merci, professeur Morancy. J'ai une autre question qui s'adresse peut-être plus spécifiquement à M. Lacasse. Vous nous avez parlé de mobilité des individus, vous avez parlé de mobilité des matières aussi, des objets. Est-ce que dans vos plans de mobilité, vous incluez également les espèces animales qui vivent en ville? Et puis Dieu sait qu'avec la pandémie, on a vu certaines espèces revenir parmi nous. Est-ce que, par exemple, les passages phoniques font partie de vos plans ou de vos réflexions? C'est une superbe question. C'est peut-être de quoi il va falloir qu'on regarde. On a des services des grands parcs, on a d'autres services qui peut-être sont plus sensibilisés à ces phénomènes-là. Mais je le prends en note parce que c'est pas de quoi qu'on a naturellement en tête. Déjà, de ramener le piéton, le cycliste dans l'espace de la rue, c'est je veux pas dire un combat, là, mais il y a une certaine difficulté parce que tous les outils de mesure, on l'a toujours fait pour la voiture, mais c'est intéressant de réfléchir aux traverses sécuritaires pour nos animaux. On va vous laisser réfléchir à ça. Puis il y a peut-être des gens parmi nos convives là, qui s'intéressent à ces questions-là aussi. Alors, ils se mettront en contact avec vous. J'ai une question pour la professeure Ecker. Vous avez parlé de gamification, donc d'utiliser les jeux sérieux pour faire en sorte que les citoyens puissent contribuer à la solution de certains problèmes dans certaines zones urbaines. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Est-ce que vous considérez ça comme un projet de science citoyenne? Citizen science? Right. Yes, I mean, I think it's a good example where we have a chance to reduce the complexity that always comes with having these sort of pretty heavy models of a city. I wanted to add to the data analytics that we use all these models also to come up with scenarios. In the end, we want to analyze how is the city going to look like in 10, 20, 30 years. I mean, and not just look at the decarbonization, but also how does it look and feel like, and what are people liking? I mean, and I think if you have a sort of gamification approach, you have your 3D models, it just makes the interface so much easier to use. If people can say, well, if there's a new development, how will it look and feel like if I increase the height, if I increase the density, if I change the street layout, how does it look like? How does it even sound like? We could put also audio to this, and
I think it would just create a much easier access in all these public participation processes that what I have seen are still based on 2D plans, very difficult to imagine how something would look like. It's a bit like SimCity, but with real data. Yes, and I mean, we're not trying, I mean, in the first stage, we're not trying to come up with a new game, because I think that's still a different thing. We want to show the transformation scenarios based on the existing 3D model and then play around with the model. So it's more interaction, gamification, rather than coming up with a completely new game that's just there to engage people in a fun way. Merci beaucoup. Une autre question pour Mme Ecker encore. Vous avez mentionné dans votre présentation que 30 à 50% des énergies peuvent être renouvelables quand on parle des énergies qui servent à un site ou à un édifice. Et puis la question, c'est de quelle source est-ce que vous parlez, si je lis bien la question là. Nous, on a surtout analysé l'énergie photovoltaïque, donc les panneaux solaires qu'on peut mettre facilement, qu'on peut intégrer très facilement sur les toits et dans les façades. Mais on a aussi regardé la conversion des déchets en énergie, comme la digestion anaérobique dont on parle à Montréal. Donc, et un peu de vent, mais le vent, c'est plutôt de là, je dirais. Des petits éoliens dans la ville, ça génère pas trop d'énergie. Mais le photovoltaïque, c'est vraiment une source d'énergie sérieuse dans les urbaines. Et en plus, on devient plus résilient, parce que si on a de la production locale avec un peu de stockage, si on a une power outage, on restera en fonction pendant quelques jours. Tout à fait. J'ai eu une panne de courant à la maison il y a 2 jours et puis j'aurais bien aimé avoir des panneaux solaires sur le toit. Une question à propos de la mobilité active en hiver. Comment aider les personnes, en particulier celles à mobilité réduite, ayant déjà de la difficulté à se déplacer l'été? Est-ce qu'on pense à des tunnels? Est-ce qu'on pense à des toits au-dessus des trottoirs, comme il y en a dans certaines villes européennes, des trottoirs chauffants? Je pense que c'est une question peut-être pour M. Lacasse et puis la professeure Morancy. Je vais y aller rapidement parce que dans le fond, la première des choses, c'est de déneiger adéquatement puis de donner l'espace à tout le monde pour qu'il puisse circuler. On a déjà entendu parler des trottoirs chauffants, mais mettre ça à la grandeur de la ville, le temps que ça arrive en place, ça va prendre beaucoup de temps. Si on fait juste penser aux ascenseurs dans le métro, on en a encore pour une dizaine d'années facilement juste pour faire le rétrofit, pour y arriver. Fait que je pourrais peut-être laisser la parole à Mme Morancy qui a peut-être des expériences ou une vue là-dessus. C'est une question intéressante parce que souvent quand on ramène la question du mois de février là, puis du rôle des modes actifs, je dirais, moi je suis une ingénieure, j'adore les technologies et étonnamment, j'ai pas l'impression que la première chose à faire c'est de s'attaquer aux technologies. Je pense qu'il faut vraiment revoir les aménagements de nos rues. Déjà, il y en a qui sont peu efficaces sans neige, mais je pense qu'on a un enjeu au niveau de la qualité de ce qu'on offre à toute période de l'année, particulièrement l'hiver, notamment pour accéder au réseau de transport en commun et accéder à n'importe quel autre réseau. Donc, j'aurais tendance à penser qu'il faut d'abord commencer par ça avant d'attendre de mettre en place une technologie pour offrir de meilleurs aménagements. Merci, bon point. Effectivement, ne serait-ce que pas des planchers, mais des trottoirs chauffants autour d'une station de métro qui permettent d'y accéder plus facilement, ce serait peut-être déjà un bon point de départ. Une autre question qui nous vient des personnes qui nous accompagnent cet après-midi, qui s'adresse à tous les intervenants, donc vous répondrez comme vous le sentez. Il semble que le nombre d'usagers de transport en commun soit en baisse, un phénomène observé depuis avant la pandémie. La méthode de rabattement qui consiste à rediriger les usagers du transport en commun vers le métro ou bus a été pointée du doigt. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Puis est-ce que vous avez des pistes de solutions pour ramener les utilisateurs à bord des bus et des métros? Et puis, je suis un peu inquiète, là. Je suis quand même inquiète parce qu'à priori, avant la pandémie, à ma connaissance, il n'y avait pas de diminution, là. Je pense qu'il y a confusion dans ce qui est... Je ne saurais vous dire d'où vient la question. En tout cas, a priori, quand on regarde les chiffres, là, c'est-à-dire qu'il y a confusion entre la part modale et l'achalandage des réseaux de transport commun, mais ma compréhension, c'est quand même dans l'achalandage, ça allait très, très bien à plusieurs endroits.
là où on a diminution de la part, donc le pourcentage de déplacement, c'est qu'on ne gère pas du tout le développement hors RMR. Donc, ça fait que ça nous amène beaucoup de déplacements d'auto. Ceci étant dit, la pandémie a effectivement modifié les systèmes d'activité. Et quand je disais que nos réseaux de transport en commun, en fait, je disais qu'il ne faut pas juste se préoccuper des déplacements domicile-travail, domicile-école. C'est qu'en pleine pandémie, quand on a une virtualisation de certaines activités, et elle va demeurer sans doute partiellement après la pandémie, bien, nos réseaux de transport en commun sont là pour faire en sorte que les gens n'aient pas à posséder de véhicules aussi pour se déplacer, pour l'ensemble de leur déplacement, pas juste pour aller au travail. Quand on fait des réseaux pour les déplacements pendulaires, évidemment, si on vit ce qu'on vit maintenant, bien, ces réseaux-là sont vides, mais ce n'est pas le cas de tous les systèmes. Donc, je pense que le réseau de transport en commun, c'est fondamental qu'on continue à investir dans des réseaux vraiment structurants, de grande amplitude, à haute fréquence, pour justement faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de se motoriser pour pouvoir se déplacer et répondre à l'ensemble de nos besoins. Prenons l'exemple du métro dans l'Est. Je dis ça comme ça, là. Monsieur Lacasse, une question pour Monsieur Lacasse et Mme Morancy. Entre réduction, transfert et amélioration, sur lequel est-ce que nous avons le plus de prise au niveau municipal ou au niveau du public, monsieur et madame tout le monde? Peut-être monsieur Lacasse. Oui, c'est quand même beaucoup partagé parce que nous, dans le fond, on a probablement plus de prise sur la réduction parce qu'on peut aménager la forme de la ville, mettre les règles au niveau du stationnement, mettre en place plus de trottoirs. Sauf que ces mesures-là, c'est des mesures de transformation de la ville et ça prend des décennies. Et c'est là que la complexité embarque. Pour avoir le temps de mettre en place les mesures, de le faire partout, ben ça prend beaucoup de sous. Contrairement à d'autres mesures comme dire, ben en telle année, mais ça va être seulement des véhicules électriques, qui est c'est intéressant, c'est amélioré, mais on réglera pas le problème de congestion, on réglera pas les problèmes d'accident avec les véhicules. Fait que travailler la forme de la ville, c'est le plus grand pouvoir que la ville a, mais en même temps, on a une historique de 400 ans d'histoire, dont une soixantaine d'années où on a principalement aménagé pour la voiture. Fait qu'il faut corriger, pas ces erreurs-là, mais il faut faire évoluer ça pour faire un cadre de vie plus intéressant pour l'ensemble des Montréalais. Il y a un petit peu de ménage à faire, là. Tout à fait. Une autre question... je vous la lis rapidement. Il y a 20 ans, les vélos en libre-service n'existaient pas. Il n'y avait pas de trottinette ou de skateboard électrique. Les cartes à puce faisaient leur apparition. On n'imaginait pas qu'il puisse y avoir des bornes de recharge sur la rue, des drones dans les airs, et ainsi de suite. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va se déplacer en 2040 ou en 2050? Comment est-ce qu'on va passer de la voiture personnelle comme bien qu'on possède à un service qu'on utilise? Et ça, c'est peut-être une question pour la professeure Morancy qui parlait de l'espèce de culte de l'auto puis de la grande difficulté que certaines personnes ont à s'en départir. Est-ce que vous voyez peut-être un petit peu de lumière au bout du tunnel ou est-ce que c'est un train qui fonce sur nous en bout de ligne? Je dirais ça dépend où. Mais non, moi je suis optimiste là, de façon générale. Quand on se promène dans les congrès, dans le temps qu'on se promenait dans les congrès, ce qu'on disait beaucoup, c'était le futur de la mobilité, ça va être des véhicules électriques partagés, connectés, autonomes. Ça, c'est ce qu'on entendait. Je pense que ça va être ça, effectivement. J'ai l'impression qu'on redécouvre aussi l'importance des modes actifs, là, mais non, c'est dur de se projeter en avant. Je le fais avec des étudiants, mais on est toujours pris dans notre tendance, là. Mais il arrive des pandémies, il arrive des crises du pétrole, il arrive plein d'autres crises qui font qu'on est un peu moins fermé à ces transformations peut-être un petit peu plus importantes de nos systèmes d'activité. Je pense aussi que la question pourrait être, est-ce qu'on va encore se déplacer? Je pense qu'elle est réelle et quel va être notre système d'activité futur, là. Donc, je pense que les besoins sont appelés à se transformer. Et si je rebondis sur la question précédente, là, pour moi, c'est essentiel qu'on transforme les villes. Puis même si ça prend du temps, si on ne commence pas aujourd'hui, dans 2 ans, on va encore dire c'est trop long, c'est trop compliqué. Il faut quand même les mettre en place, ces stratégies. Puis il faut que ça fasse partie du bouquet de stratégies qu'on regarde. Puis il doit être en haut de la pile. Donc, on n'a pas le choix. Là. On ne peut pas juste reporter dans le temps la prise des vraies décisions, là. Très bien dit. Très, très bien dit. Une autre question pour Mme Ecker et M. Héroux. Dans de nombreuses villes, la collecte des matières résiduelles se fait à partir de conteneurs dans lesquels les citoyens peuvent déposer les déchets, contrairement à la collecte des ordures en bord de rue à la maison, tel que nous pouvons le voir ici. J'imagine qu'ici veut dire à Montréal. Selon vous, cette dernière pratique devrait-elle être revue? Comment est-ce qu'on devrait envisager la collecte des déchets des citoyens là, autour de leur maison, de leur appartement?
Bien, en fait, là, on a pris le choix à Montréal d'offrir des collectes à porte pour la majorité des citoyens. Il y a eu des tentatives de mettre en place des dépôts volontaires il y a plusieurs décennies déjà même. Et ça s'est avéré un petit peu infructueux du fait que les gens apportaient leur matière et puis les mettaient pas nécessairement dans le bon bac. Si les bacs sont pleins, on se retrouve avec des amas de matière tout le tour du bac. Ceci dit, avec l'évolution des technologies, je pense qu'il va y avoir des développements dans ce sens-là, notamment dans des secteurs où il y a des très grandes densités. Là, on pourrait avoir des îlots de dépôt volontaires qui sont semi-enfouis, par exemple. Et la technologie fait en sorte que maintenant, on peut savoir si un bac est plein. Là. Alors, on peut, par des signaux électroniques, recevoir le message d'aller vider tel bac prioritairement pour éviter qu'il y ait pour préserver la propreté là, à proximité des îlots. Il y aurait aussi des avantages intéressants au niveau des matières organiques, des résidus alimentaires, entre autres, dans les secteurs où il y a une bonne densité de population. Notamment parce que si on a un conteneur semi-enfoui, par exemple, ben, il est maintenu par géothermie au frais. Et les matières se dégradent moins vite, il y a moins de nuisances, moins d'odeurs, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a eu un passé difficile pour ce genre d'approche-là. Et avec les développements technologiques, aussi les types de conteneurs qui sont maintenant semi-enfouis et qui sont mieux adaptés au climat du Québec, avec la neige, tout ça, ben, il y a, d'après moi, un futur pertinent et intéressant pour ces modes de collecte-là. Tout à fait. On les regarde. Une idée que je lance comme ça aussi, c'est... Oui, pardon, allez-y, professeur Eckert. So maybe if I can add a bit more of a futuristic note to this. I mean, we are aiming for a circular economy. So that means really bringing waste down to as close as zero as possible. It's the same as the zero carbon. It's very ambitious, but I think with technology, I mean, we're testing out at Concordia the reuse centers and with an app where you can, if you get something for free that somebody would throw out and you get an easy access to that material, you will reuse it. And the same for food waste. We're setting up a system where food waste in not just at Concordia, but all the surrounding restaurants could be collected by volunteers, brought into kind of fridges where people who need it have access to it. So I think we need to be much more ambitious about circular economy strategies and stop producing so much waste. And if we do produce, then sort of separate it at source and again, reuse it as much as possible. Très bon point. Très, très bon point. Puis j'allais ajouter, moi, la question des emballages qui sont une source importante de pollution et de volume. Mais c'est sûr que si on vise une économie circulaire, ben, les emballages éventuellement vont être eux-mêmes biodégradables et puis ça devrait bien se passer. Une autre question. Certaines ruelles ont récemment été réaménagées en y introduisant un nouveau type de pavé perméable. Selon vous, cette pratique est-elle prometteuse pour la rétention des eaux pluviales et pour contenir les îlots de chaleur? Ces surfaces perméables pourraient-elles être utilisées lors de la réfection des rues et des boulevards de la métropole? Parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, certaines pluies peuvent être trop abondantes pour nos systèmes de collection des eaux. Alors, est-ce que des pavés, sous les pavés la plage, comme on disait à Paris, mais est-ce que des pavés perméables pourraient être une solution? Je ne sais pas s'il y en a un de vous quatre qui voudrait intervenir ou répondre à cette question-là. Yeah, I can make a start. I mean, it's for sure a good idea. I mean, to reduce, as you said, the input into the sewer system in times of very heavy rain. So that for sure helps. And at the same time, green surfaces do reduce the heat island effect in cities. So, and I think we will need to see
much more green space in the city, not just for water retention, but also for general well-being and health. And so this whole redesign of streets will need to have a concept for planting trees to provide more shading. It's not just making the surfaces permeable. You need to also have a concept of what you put there. And it has been shown that sort of tree canopies is the best protection for heat island effects. It's not just green grass. I mean, that's good for water permeability, but it's also the shading effect for that adds to the comfort. And I think we would all love to have these boulevards, Paris-style boulevards, where you have and cycling lanes. And yeah, I think that's a very attractive way of transforming the city that people will appreciate. Une autre bonne idée à conserver. Est-ce que qui d'autre voudrait intervenir sur cette question-là? Alors, j'en ai une autre qui s'adresse peut-être plus à Madame professeur Morancy, professeur Ecker. C'est une question intéressante. De quelle manière est-ce que la crise actuelle, la pandémie, a bouleversé vos projets de recherche? Puis, si c'est le cas, ce que je soupçonne, comment est-ce que vous allez les réorienter? Quelles thématiques ou quels sujets d'études vont peut-être retenir votre attention davantage dans l'avenir? Yeah, I can make a start because I was talking already. I mean, in fact, our work hasn't been disturbed very much. We went online very fast, and as we are not working in the laboratory, but developing computer simulations mainly and data analytics, we can work quite well remotely. So that I think that's not the problem. I think what has been very beneficial, in fact, that this pandemic has brought us all to really rethink of what is important. And my impression is that certain things go faster than they would have gone in the normal course of events. I mean, we are rethinking air travel, sort of the whole conference travel, so that I think that's going to reduce strongly. But also the green transition. I mean, the investment strategies that are now coming up for sort of green deals will really help to transform much faster than we originally thought. So I think it could be actually helpful to have this sort of real disruptive event to really rethink of what is important and how we want our cities to be in future. And maybe one last point that also relates to the transportation sort of futuristic scenario. I think what we need more than everything is more flexibility. And if I think of future transportation and these sort of autonomous cars, they shouldn't be obviously individual cars, but they should be maybe minibus types that run autonomously, and they don't always run the same route. They should run where people need them. So we need much more flexibility in our systems. Space use, we should be able to quickly change from empty office space to other use. I mean, that's the fact that offices are empty. Why are they not used to safely make it possible for people to meet and socially interact? So I think flexibility will be a very big theme of the future. Je pense que je peux vous faire état de ma situation. Moi, je trouve que cette pandémie, en tout cas, je ne parle pas du fonctionnement de l'équipe de recherche, je parle vraiment de la remise en question de certaines tendances et de certaines hypothèses qu'on met dans nos modèles. Je dois avouer que pour certains projets de recherche, ça nous a amené tout un casse-tête de faire des modèles de prévision d'achalandage du transport en commun. Je peux vous dire qu'ici, un petit défi pour être capable d'imaginer quelle sera la suite post-pandémie, on va se retrouver dans quel scénario. En même temps, ça nous a permis de confirmer que certaines des hypothèses, là, je vais parler du concept de jour moyen de semaine. Hein. On fait beaucoup de modélisation sur l'automne, là, on a un jour moyen, c'est représentatif, mais là, c'est représentatif de rien. Donc, nos précédents ensembles de données sont très peu utiles pour essayer de comprendre vers où on s'en va, donc articuler des hypothèses sur des tendances. Et ça remet en question aussi nos outils de collecte de données. Parce que, bon, on a des enquêtes origine-destination, notamment, dans lesquelles on appelle les gens, on leur demande « Vous avez fait quoi hier? » Alors, si on faisait ça aujourd'hui, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, bien, si 80% des gens nous disent « On ne sait pas déplacer », ça veut peut-être dire qu'il faut changer notre outil de collecte. Donc, quand même, ça amène des réflexions sur nos outils de collecte. Ça amène des réflexions sur la structure de la mobilité. À la blague, au début, je disais « Les Starbucks ne sont plus au bon endroit », parce que les gens ne sont plus au travail. Ça amène des réflexions sur qu'est-ce qu'on fait comme scénario et comment on pose des hypothèses valides pour la suite.
Donc, je trouve que c'est très intéressant, là. Ça amène des nouvelles questions de recherche, mais c'est sûr que c'est arrivé de côté et ça a ébranlé certaines hypothèses qu'on s'amusait à prendre facilement pour nos modèles de projection. Comme quoi, il faut toujours être prêt à faire quelques ajustements en recherche. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est ici que nous allons entreprendre notre conclusion. Alors, Série Montréal, c'est la mise à contribution des expertises universitaires montréalaises pour participer à la résolution d'enjeux et de problématiques actuelles et futures rencontrées par la Ville de Montréal dans un contexte de transition. Et la transversalité du thème que nous avons développé aujourd'hui, la science pour une transition éclairée, permet justement de briser les traditionnels silos et d'innover en vue de la résolution des enjeux qui nous occupent. Alors, Série Montréal, ce sont donc des rencontres, des conférences, du réseautage, mais c'est aussi un concours de bourse intitulé « De l'idée à l'innovation, transformer Montréal par la recherche ». Bourses qui ont pour objectif de soutenir le développement de solutions novatrices à des enjeux montréalais dans un contexte de transition. Alors, le concours va être organisé à l'hiver 2021. Tous les détails vont être mis en ligne à la page du Carrefour de la recherche urbaine de Montréal, le CRUM, dont Mme Véronique Doucet nous a parlé un peu plus tôt. Finalement, je vous rappelle ou je vous informe que Série Montréal, c'est aussi des vitrines technologiques qui permettent à des universitaires de présenter leurs projets de recherche en lien avec la thématique abordée aujourd'hui. D'habitude, ça se déroule en présentiel, bien sûr, mais pandémie oblige, Série Montréal a mis sur pied 7 vitrines technologiques virtuelles avec autant de chercheurs, vitrines que vous pouvez encore visiter jusqu'au 24 novembre inclusivement. Alors, revenez simplement sur la page sur laquelle vous vous êtes connecté, puis cliquez sur les images des vitrines qui apparaissent en bas de l'écran. Si vous souhaitez entrer en contact avec l'une ou l'autre de nos panélistes pour entrer en contact avec un autre participant à la rencontre d'aujourd'hui ou pour joindre l'équipe de Série Montréal, écrivez-nous simplement à sériemontréal en un mot @gmail.com, sériemontréal en un mot @gmail.com et nous nous ferons un plaisir de faire le suivi. C'est maintenant la fin de cette 9e édition de Série Montréal. J'en profite pour remercier toute l'équipe de la Ville de Montréal, ses services et arrondissements qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous présenter cette édition un peu spéciale. Merci à nos partenaires, merci à nos conférenciers et conférencières d'aujourd'hui et surtout merci à vous de nous avoir accompagnés aujourd'hui où que vous soyez. Et je vous dis à la prochaine rencontre Série Montréal qui aura vraisemblablement lieu en mai 2021. Surveillez les annonces. C'est un rendez-vous. Bonne fin de journée. À la prochaine.